Je suis née à Genève et ma famille est l'une des plus importantes de cette république. Mes ancêtres ont été, de longues années durant, conseillers au syndic et mon père a occupé plusieurs fonctions officielles avec honneur et gloire. Il était respecté par tous ceux qui connaissaient en lui son intégrité et son inlassable dévouement au bien public. Il fut, dans sa jeunesse, constamment absorbé par les affaires de son pays. Un certain nombre de faits l'empêchèrent de se marier tôt, et ce ne fut que sur le déclin de sa vie qu'il se maria et devint père de famille. Ma mère désirait beaucoup avoir une fille, mais je continuais à être leur seul enfant. Vers ma 5e année, nous fîmes un voyage au-delà de la frontière italienne pour passer une semaine sur les bords du lac de Côme. Mes parents rendaient souvent visite à de pauvres gens. Pour ma mère, ce n'était pas tant un devoir qu'une nécessité, qu'une passion. Au cours d'une promenade, une pauvre masure au fond d'un vallon attira son attention par son aspect délabré. De nombreux enfants vêtus de haillons jouaient dans les parages, image même du dénuement le plus absolu. Elle y trouva un paysan et sa femme, des gens qui travaillaient dur, qui étaient terrassés par la misère et qui devaient nourrir 5 enfants affamés. L'un d'entre eux capta plus particulièrement l'attention de ma mère. C'était une petite fille qui semblait appartenir à un tout autre monde. Son front était calme et dégagé, ses yeux bleus et limpides, ses lèvres, les traits de son visage reflétaient une sensibilité, une douceur telle qu'en les apercevant, on ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'elle était d'une espèce différente, une créature envoyée par le ciel, dont la physionomie avait une empreinte angélique. La paysanne s'aperçut que ma mère regardait avec émerveillement cette jolie petite fille et, aussitôt, elle lui raconta son histoire. Non, ce n'était pas son enfant, mais bien la fille d'un noble Milanais. La mère, une Allemande, était morte en lui donnant le jour. Il fut décidé qu'Elisabeth Lavenza viendrait habiter la maison de mes parents. Elle ne fut pas seulement une sœur pour moi, mais aussi la délicieuse compagne de mes études et de mes loisirs. Tout le monde adorait Elisabeth. À la naissance d'un deuxième fils, Ernest, mon cadet de 7 ans, et leur dernier William qui suivit, mes parents abandonnèrent tout à fait leur vie itinérante pour se fixer dans leur pays natal. Nous possédions une maison à Genève et une maison de campagne à Bellerive sur la rive est du lac, à 1 lieue à peu près de la ville. Nous résidions là la plupart du temps et l'existence que menaient mes parents était plus recluse. D'instinct, je fuyais la foule pour ne m'attacher qu'à quelques personnes. J'étais d'ordinaire indifférent envers mes camarades d'école, quoique j'eusse noué des liens d'amitié avec l'un d'entre eux. Henri Clerval, le fils d'un commerçant de Genève, était un garçon extrêmement doué et imaginatif. J'étais parfois d'humeur violente et je nourrissais des passions démesurées. Par tempérament, ce n'était pas vers les jeux d'enfants que je me portais, mais vers le désir d'apprendre. J'avoue que ni la structure des langues, ni les principes des gouvernements, ni les diverses formes de la politique ne m'attirèrent. C'était le secret du ciel et de la terre que je brûlais de connaître. Que je fusse intéressée par la substance extérieure des choses, par la nature ou par les mystères de l'âme humaine, tout me conduisait vers la métaphysique, ou plutôt, au sens le plus strict du terme, vers le secret physique de l'univers. Dans le même temps, Clerval, lui, s'occupait, pour ainsi dire, de la relation morale des choses, les tumultes de la vie, les vertus des héros, les actions des hommes. Il espérait, il rêvait de devenir un jour un de ces fiers et aventureux bienfaiteurs de l'humanité dont l'histoire conserve le nom. L'âme sainte d'Élisabeth brillait dans notre paisible demeure, comme la flamme d'un sanctuaire. Elle avait toute notre sympathie. Son sourire, sa voix exquise, le doux éclat de ses yeux célestes étaient toujours présents pour nous bénir et nous inspirer. Elle était l'image vivante de l'amour, qui apaise et qui charme. Vers ma 15e année, alors que nous nous trouvions dans notre propriété de Bellerive, nous fûmes témoins d'un orage d'une violence terrible. Il venait du Jura et s'annonçait par de tonitruants coups de tonnerre qui retentissaient de plusieurs côtés à la fois. Intéressé par ce phénomène, j'en observais, tant que dura l'orage, son évolution. Alors que je me tenais sur le sol de ma maison, je vis soudain un tourbillon de feu jaillir d'une vieille chienne, dressée à une vingtaine de pas. À peine l'aveuglante lumière cessa-t-elle de briller que le chêne avait disparu. Ce n'était plus qu'un tronc calciné.
Je n'avais jamais rien vu qui fût à ce point détruit. Avant cet événement, j'ignorais tout des lois les plus élémentaires de l'électricité. Il se trouve qu'un physicien réputé se trouvait en cette occurrence avec nous. Excité par la catastrophe, il se mit en devoir de nous expliquer sa propre théorie sur l'électricité et le galvanisme. Elle m'étonna considérablement. Comme je venais d'avoir 17 ans, mes parents décidèrent de me faire étudier à l'université d'Ingolstadt. Elisabeth avait attrapé la scarlatine. 3 jours plus tard, ma mère tombait malade. Elle mourut paisiblement, conservant sur ses traits éteints l'image de la tendresse. Ma mère était morte, mais il nous restait encore des devoirs à accomplir. Nous devions continuer de vivre et apprendre à nous aimer mutuellement. Mon départ, différé par ces événements, fut à nouveau décidé. J'obtins de mon père un ajournement de quelques semaines. Il me semblait sacrilège d'abandonner le calme de notre maison endeuillée et de me précipiter si vite dans les mêlées de la vie. Au lever du jour, quand je descendis pour monter dans la voiture qui devait m'emmener, ils étaient tous là, mon père pour me bénir, Clerval pour me serrer la main une fois encore, Mon Elisabeth pour me supplier de nouveau d'écrire souvent et pour m'entourer de ses attentions féminines, moi qui avais été son compagnon de jeu et son ami. À l'université où je me rendais, je devais moi-même choisir mes amis et veiller à ma propre protection. Jusque-là, la vie familiale m'avait remarquablement préservée, à telle enseigne que tout autre mode d'existence me répugnait. C'est à quoi je pensais au moment d'entreprendre mon voyage. Puis, chemin faisant, je repris courage et espoir. Je souhaitais ardemment acquérir de nouvelles connaissances. Le lendemain matin, je remis mes lettres d'introduction et rendis visite à quelques-uns des principaux professeurs. Je suis ravie, me dit M. Waldman, de m'être fait un élève. Et si votre application égale votre habileté, je ne doute pas de votre succès. Il m'introduisit alors dans son laboratoire et m'y expliqua l'usage des différents instruments. Il me désigna tous ceux que je devais me procurer et me promit aussi de me prêter les siens dès que j'aurais assez d'expérience pour ne pas en détériorer les mécanismes. Il me fournit la liste des livres que je lui avais réclamés et je pris congé de lui. Ainsi s'acheva ce jour mémorable qui devait décider de mon avenir. La chimie est la branche de sciences naturelles dans laquelle on a fait et pourra faire le plus de progrès. Je m'y suis consacrée entièrement, mais je n'ai pas non plus négligé les autres branches. On serait un bien médiocre chimiste si on ne s'adonnait qu'à cette seule partie des connaissances humaines. Si vous êtes animé du désir de devenir un vrai savant, et non seulement un faiseur d'expériences, je vous engage à étudier tous les secteurs des sciences naturelles, y compris les mathématiques. À dater de ce jour, je me consacrais presque exclusivement à l'étude des sciences naturelles et surtout à celle de la chimie, dans le sens le plus étendu du terme. Je lus avec passion les ouvrages relatifs à cette science, rédigés par les savants modernes, ces ouvrages où brille leur génie et leur discernement. Je suivis les cours et fréquentai les savants de l'université. Mon application avait d'abord été fluctuante et incertaine. Elle se renforça à mesure que je progressais et devint bientôt si ardente que souvent l'aube me surprenait encore en train de travailler dans mon laboratoire. Avec une application aussi opiniâtre, il est facile de concevoir que je fis de rapides progrès. Mon ardeur étonnait les étudiants, mes progrès stupéfiaient mes maîtres. 2 ans se passèrent ainsi, sans que j'allasse à Genève tant je m'étais engagé, corps et âme, à poursuivre mes travaux. Ceux qui connaissent cela, ceux qui sont fascinés par la science, savent qu'il existe des branches où nos devanciers ont tout découvert, alors que dans le domaine de la science, on découvre toujours du nouveau. J'envisageais alors de retourner auprès de mes parents, dans ma ville natale, lorsque se produisit un événement qui prolongea mon séjour. Un des phénomènes qui avait singulièrement retenu mon attention était la structure du corps humain, et même de tout, être doué de vie. D'où vient, me demandais-je souvent, le principe de la vie? Une question hardie qui de tout temps avait constitué un mystère. Pour examiner les causes de la vie, Nous devons d'abord connaître celle de la mort. je me tournai vers l'anatomie, mais ce ne fut pas suffisant. Je devais aussi observer la décomposition naturelle et la corruption du corps humain. Dans mon éducation, mon père avait pris toutes ses précautions pour que mon esprit ne soit pas impressionné par des horreurs surnaturelles. Les ténèbres n'avaient pas d'effet sur mon imagination,
Et un cimetière était seulement pour moi le reposoir des corps privés de vie. Et maintenant, j'étais amenée à examiner les causes et l'évolution de la corruption, à passer mes jours et mes nuits dans des caveaux et des charniers. Mon attention se concentrait ainsi sur l'objet le plus insupportable à la délicatesse des sentiments humains. Après des jours et des nuits de labeur incroyable et de fatigue, je découvrais la cause de la génération et de la vie. Davantage, je devenais capable d'animer la matière inerte. L'étonnement dont je fus saisie avec cette découverte fit bientôt place à l'allégresse. Après un travail long et pénible, la réalisation de mes désirs constituait une juste récompense. Et cette découverte était si considérable, Si prodigieuse que j'oubliais que je n'y étais arrivée que petit à petit et que je ne considérais que le résultat. Ceux qui avaient été étudiés et désirés par les savants les plus éminents depuis la création du monde étaient à présent à ma portée. Lorsque je m'aperçus que je possédais un pouvoir aussi étonnant, J'hésitais longtemps sur la manière dont je l'utiliserais j'étais donc capable d'animer la matière, et créer un organisme avec l'entrelacement de ses fibres de ses muscles. et de ses veines. Voilà qui représentait un travail d'une incroyable difficulté. j'allais donner la vie à des multiples créatures, bonnes et généreuses, et nul père n'allait plus que moi mériter la gratitude de ses enfants. Dans le cours de mes réflexions, germait l'idée que si je pouvais animer la matière inerte, Je serais aussi à même un jour de redonner la vie à un corps apparemment voué à la décomposition. Ces pensées me soutenaient, tandis que je poursuivais ma tâche avec un acharnement infatigable. À cause de mes études, mes traits étaient devenus pâles et j'avais fortement maigri. Mais une rage irrésistible, la frénésie me poussait en avant. il semblait que toutes mes sensations n'existaient qu'en fonction de ce but. Mais ce n'était qu'une transe passagère. Et quand cette excitation démesurée cessait d'opérer, je revenais à mes anciennes habitudes. Je réunissais les os dans les charniers et mes doigts et mondes violaient les extraordinaires secrets du corps humain. J'avais aménagé une chambre, ou plutôt une cellule tout en haut de ma maison, séparée des autres pièces par une galerie et un escalier. La cellule de mes créations abjectes. Mais je sortais de leurs orbites quand je les contemplais. L'hiver, le printemps, l'été passèrent et je travaillais toujours. Mais je n'étais attentif ni aux fleurs ni à l'épanouissement des bourgeons, chose qu'auparavant je regardais avec délice, tant mes recherches m'absorbaient. Les feuilles, cette année-là, s'étaient flétries avant que mon travail n'approchât de sa fin. Chaque jour, néanmoins, me confirmait dans la réussite de mon entreprise, bien que mon enthousiasme se transformât parfois en inquiétude. J'avais plutôt l'impression d'être un esclave, condamné à travailler dans une mine ou à exécuter quelques tâches insalubres. Non, un artiste qui s'adonne à son occupation favorite. Chaque nuit, j'étais oppressé par la fièvre et je commençais à devenir de plus en plus nerveux. La chute d'une feuille me faisait sursauter. Je fouillais mes semblables comme si j'étais coupable d'un crime. Parfois, je m'alarmais en voyant quelle épave j'étais devenue. Seul mon acharnement me soutenait encore. Ce fut par une sinistre nuit de novembre que je parvins à mettre un terme à mes travaux. Avec une anxiété qui me rapprochait de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient donner la vie et introduire une étincelle d'existence dans cette matière inerte qui gisait à mes pieds. Il était 1h du matin et la pluie frappait lugubrement contre les vitres. Ma bougie allait s'éteindre lorsque tout à coup, au milieu de cette lumière vacillante, Je vis s'ouvrir l'œil jaune stupide de la créature. Elle se mit à respirer et des mouvements convulsifs lui agitèrent les membres. Comment pourrais-je décrire mon émoi devant un tel prodige? comment pourrais-je dépeindre cet être horrible dont la création m'avait coûté tant de peine et tant de soins? Ses membres étaient proportionnés et les traits que je lui avais choisis avaient quelque beauté. Quelque beauté, grand Dieu! Sa peau jaunâtre, tendue à l'extrême, dissimulait à peine ses muscles et ses artères. Sa longue chevelure était d'un noir brillant et ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ces avantages ne formaient qu'un contraste plus monstrueux avec ses yeux stupides dont la couleur semblait presque la même que celle blême des orbites. Il avait la peau ridée et les lèvres noires et minces. J'avais, pendant 2 ans, travaillé sans répit pour donner la vie à un corps inanimé. J'avais le cœur rempli d'épouvante et de dégoût.
Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, Je sortis de mon laboratoire, et longtemps je tournais en rond dans ma chambre à coucher. sans trouver le sommeil. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, Je sortis de mon laboratoire, et longtemps je tournais en rond dans ma chambre à coucher. sans trouver le sommeil. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, Je sortis de mon laboratoire, et longtemps je tournais en rond dans ma chambre à coucher. sans trouver le sommeil. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, Je sortis de mon laboratoire, et longtemps je tournais en rond dans ma chambre à coucher. sans trouver le sommeil. Le jour, enfin, commença à paraître, un jour sombre et pluvieux. Je sortis, allai précipitamment par les rues, un peu comme si je voulais fuir le misérable. Craignant de le rencontrer à chaque carrefour. J'errais longtemps de la sorte, cherchant par la fatigue physique de me soulager du poids qui m'accablait l'esprit. Je parcourus les rues, sans savoir où j'étais, ni ce que je faisais. Mon cœur battait au rythme de la peur et j'allais en titubant sans un seul regard en arrière. Tel celui qui, sur la route solitaire, Chemine dans la peur et l'épouvante. Et qui, après s'être retourné, va de l'avant. Sans ne plus regarder derrière lui. Parce qu'il sait qu'un affreux démon Marche, menaçant dans son dos. en poursuivant ma route, j'arrivais finalement devant une auberge où d'ordinaire s'arrêtaient les diligences et les voitures. Sans trop savoir pourquoi, j'y fis halte. Durant quelques minutes, je gardai les yeux fixés sur une voiture qui approchait au fond de la rue, et tandis qu'elle s'avançait, Je vis que c'était la diligence de la Suisse. Elle s'immobilisa, juste à l'endroit où je me tenais. Lorsque s'ouvrit la portière, je reconnus Henri Clerval, lequel, en me voyant, sauta de la voiture avant de s'exclamer « Mon cher Frankenstein, comme je suis heureux de te voir! Quelle joie de te trouver ici, à l'instant même de mon arrivée! Rien ne pourrait égaler le plaisir que j'éprouvais à la vue de Clerval. Sa présence me rappelait mon père, Elisabeth, et toutes ces scènes de famille si chères à mon souvenir. je lui pris la main, et en un instant j'oubliai mon horreur et mon infortune. Je ressentis soudain, pour la toute première fois depuis des mois, la joie et la sérénité. Tu es si pâle, on dirait que tu n'as pas dormi depuis plusieurs nuits. Tu as deviné juste. Ces derniers jours, mon travail m'a tellement absorbée que je n'ai pas pu prendre de repos comme tu le constates. Mais j'espère sincèrement en avoir fini et pouvoir me débarrasser de ces contraintes. J'ai tremblé très fort. Je ne pouvais supporter de réfléchir. Et encore moins de songer aux événements de la nuit. Mon cher Victor, cria-t-il, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Quelle est la cause de tout ceci? Ne m'interroge pas, m'écriai-je, en mettant mes mains devant mes yeux, car j'ai pensé voir l'horrible spectre se glisser dans la pièce. Oh, sauve-moi! Sauve-moi! Je crus que le monstre s'emparait de moi. Je me débattis furieusement et cédai à une violente crise. Pauvre Clerval, à quoi devait-il penser? Une rencontre qu'il avait attendue avec tant de joie tournait au drame. Mais je ne voyais pas sa tristesse. J'étais inanimée, et je ne repris mes esprits qu'après un long moment. Ce fut le commencement d'une fièvre nerveuse qui me retint plusieurs mois. Durant tout ce temps, Henri seul me soigna. Je me souviens que la première fois que je fus en état d'observer, avec un certain plaisir, les objets qui m'entouraient, Je vis que les feuilles mortes avaient disparu et que de jeunes bourgeons poussaient sur les arbres qui ombrageaient ma fenêtre. Ce fut un printemps divin et la saison contribua grandement à ma convalescence. Je sentis aussi renaître en mon cœur des sentiments de joie et de tendresse. Si tu te trouves dans cet état d'esprit, mon cher ami, tu te réjouiras de lire une lettre qui t'a été adressée il y a quelques jours. Elle est de ta cousine, je crois. Clerval me mit alors entre les mains la lettre suivante, écrite par Elisabeth. Mon cher cousin, tu as été malade, très malade. Guéris vite et reviens-nous. Tu trouveras un foyer heureux et joyeux et des amis qui t'aiment tendrement. Combien tu serais ravi de constater les progrès d'Ernest. Il a maintenant 16 ans et il est plein d'énergie et d'esprit. Je dois aussi te parler, mon cher cousin, de notre petit William. Je voudrais que tu puisses le voir. Il est très grand pour son âge, avec des yeux bleus et rieurs, des cils foncés et des cheveux bouclés. Quand il sourit, 2 petites fossettes surgissent sur ses joues qui sont roses de santé. Écris-moi, mon très cher Victor. Chère Elisabeth,
m'exclamai-je après avoir lu sa lettre. Je vais écrire aussitôt et vous délivrer de l'inquiétude que vous êtes tous en train d'éprouver. L'été passa et mon retour à Genève fut fixé pour la fin de l'automne. En fait, j'avais différé mon retour, parce que je n'avais aucune envie de laisser Clerval dans une ville étrangère avant qu'il n'y eût noué quelques relations. Le mois de mai avait déjà commencé et j'attendais tous les jours la lettre qui fixerait la date de mon départ. quand Henri me proposa une excursion pédestre dans les environs d'Ingolstadt, afin que je puisse prendre congé du pays où j'avais si longtemps habité. J'acceptais avec plaisir cette proposition. Clerval réussit à ranimer en mon cœur de meilleurs sentiments. Il m'a appris à aimer de nouveau la contemplation de la nature et le visage souriant des enfants. Excellent ami. 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 À mon retour, je trouvai cette lettre de mon père. Mon cher Victor, Quelle sera ta surprise, mon fils, au moment où tu t'attends à un accueil heureux et agréable, de ne recevoir au contraire que des nouvelles tristes et douloureuses. Comment, Victor, te parler de notre malheur? William est mort. Ce doux enfant dont les sourires réjouissaient et réchauffaient le cœur, qui était si gentil, si gai. Victor, il a été assassiné. jeudi dernier, ma nièce, tes 2 frères et moi-même, nous étions partis nous promener à plein palais. La soirée était chaude et sereine et nous avons prolongé notre promenade plus tard que d'ordinaire. Il faisait déjà obscur quand nous avons décidé de rentrer. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert que William et Ernest, partis en avant, Ne nous avaient pas rejoints. bientôt Ernest apparut et nous demanda si nous avions vu son frère. Il dit qu'ils avaient joué ensemble, que William s'était éloigné pour se cacher. Qu'il l'avait cherché en vain et qu'il avait attendu un long temps avant de revenir sur ses pas. Ces propos nous secouèrent fortement et nous continuâmes à chercher jusqu'à la tombée de la nuit. Je ne pouvais pas me calmer, sachant que mon petit garçon était perdu. Elisabeth aussi était fort anxieuse. Vers 5 heures du matin, j'ai découvert mon fils. Le soir précédent, il était svelte et en bonne santé, À présent, je le voyais étendu sur l'herbe. livide et sans vie. Sur son cou figuraient encore les traces de doigts du meurtrier. Jusqu'à ce jour, nous n'avons trouvé aucune trace de l'assassin, mais nous persistons dans nos recherches. Reviens, mon cher Victor, toi seul peux consoler Elisabeth. Reviens, Victor. Ton père, affectionné et affligé, Alphonse Frankenstein, Genève, 12 mai 17. Mon voyage fut affreusement triste. L'obscurité était totale lorsque j'arrivai dans les environs. Les portes de la ville étaient déjà fermées. Je décidai de me rendre à l'endroit où mon pauvre William avait été assassiné. Je fis le tour du lac en bateau pour atteindre Plein Palais. Durant ce bref voyage, je vis des éclairs dessinés sur le sommet du Mont Blanc d'extraordinaires figures. L'orage parut venir à grande vitesse. En arrivant, je me mis à gravir la colline afin d'en observer l'évolution. Oui, il avançait. Les cieux s'étaient obscurcis. Et je sentais la pluie qui commençait déjà à tomber à grosses gouttes et à augmenter de violence. Tandis que j'observais la tempête, à la fois si belle et terrifiante, je progressais à grands pas. Cette guerre sublime qui se passait dans le ciel élevait mon âme. Je joignis les mains et m'exclamai « William, mon cher ange! Voilà tes funérailles, voilà ton chant funèbre. Et en prononçant ces paroles, j'aperçus au milieu de l'obscurité une silhouette qui se dérobait, tout près de moi, derrière un bouquet d'arbres. Je me figeais pour la repérer. Je ne pouvais pas être le jouet d'une méprise. Un éclair illumina l'apparition et me fit nettement distinguer ses contours. Sa stature gigantesque. La difformité de son aspect. Trop hideux pour appartenir à l'humanité. M'apprirent sur le champ que c'était le misérable. L'épouvantable démon à qui j'avais donné la vie. Mais que faisait-il là? Pouvait-il être, je frémis à cette idée, l'assassin de mon frère? À peine cette pensée me traversa-t-elle l'esprit qu'elle s'imposa à moi. Mes dents claquaient et je dus m'appuyer contre un arbre pour ne pas fléchir. La silhouette me dépassa rapidement et disparut dans les ténèbres. Aucun être humain n'aurait pu détruire cet enfant.
Il était le meurtrier. Je ne pouvais plus en douter. Le seul fait que j'y avais pensé en constituait la preuve irréfutable. Je songeais à poursuivre le démon, mais ça aurait été en vain. Car déjà un nouvel éclair m'indiquait qu'il grimpait parmi les rochers. Et bientôt, il en atteignit le sommet et disparut. Je restais immobile. Le tonnerre ne grondait plus, mais il pleuvait toujours et le paysage était enveloppé de ténèbres impénétrables. Les événements que j'avais tant cherché à oublier me revenaient à l'esprit. Tout le processus de la création, L'apparition du monstre, la main tendue auprès de mon lit, Sa disparition. 2 années s'étaient maintenant écoulées depuis cette nuit. où il avait reçu la vie. Était-ce son premier crime? Hélas, j'avais lâché dans le monde une créature dépravée. Qui se délectait dans le carnage et le mal. N'était-ce donc pas lui qui avait assassiné mon frère? Au lever du jour, je dirigeais mes pas vers la ville. Les portes étaient ouvertes et je me hâtais vers la maison de mon père. Ma première pensée fut de lui révéler ce que je savais de l'assassin et de le faire poursuivre immédiatement. Mais j'hésitais quand je réfléchis à l'histoire que je devais lui raconter. Un être que j'avais élaboré moi-même, à qui j'avais insufflé la vie, et que j'avais rencontré en pleine nuit entre les précipices d'une montagne inaccessible. Et je me souvins aussi de la fièvre qui s'était emparée de moi au moment d'accomplir cette création. Un récit aussi peu vraisemblable serait mis au compte du délire. Après avoir réfléchi, je décidai de me taire. Ceux que j'aimais pleuraient en vain sur la tombe de William, la première victime de mes travaux impies. Maintenant, tout était détruit. Au lieu d'avoir la conscience sereine, Ce qui m'aurait permis de considérer le passé avec satisfaction et d'aller vers l'avenir avec de nouveaux espoirs. J'étais habitée par le remords. Et par le sentiment de ma culpabilité. et je vivais dans un enfer, au milieu de tortures sans nombre, qu'aucun langage ne pourrait rendre. Penses-tu, Victor, me dit un jour mon père en voyant ma douleur, que je ne souffre pas moi aussi? Personne ne pourrait aimer un enfant autant que j'ai aimé ton frère. Pendant qu'il parlait, ses yeux se mouillèrent de larmes. Mais n'est-ce pas un devoir pour ceux qui survivent de s'abstenir d'augmenter leur chagrin en manifestant exagérément sa propre douleur? C'est là en outre un devoir envers toi-même, car une peine excessive empêche tout apaisement et même l'accomplissement du devoir quotidien sans lequel un homme ne peut pas vivre en société. ces conseils, quoique excellents, étaient totalement inapplicables à mon cas. J'aurais été le premier à cacher ma peine et à consoler mes amis. Si, à côté de tous mes autres sentiments, n'était pas venu s'ajouter le remords et une terreur alarmante. Maintenant, je ne pouvais que répondre à mon père par des regards désespérés et essayer de me soustraire à sa vue. Vers cette époque, nous nous retirâmes dans notre propriété de Belle-Rive. Ce changement était particulièrement bienvenu pour moi. La fermeture régulière des portes de la ville à 10 heures et l'impossibilité d'aller sur le lac après 7 heures avaient rendu fort désagréable mon séjour à l'intérieur des murs de Genève. J'étais libre à présent. Souvent, après que le reste de la famille se retirait pour la nuit, je prenais une barque et passais de longues heures sur l'eau. Et parfois, toute voile dehors, je me laissais pousser par le vent Parfois, il m'arrivait de résister à mon désespoir. et gagner les plus proches vallées des Alpes. Dans la magnificence de ces sites éternels, Je voulais y chercher l'oubli de moi-même et de mes douleurs éphémères. plus je grimpais, plus la vallée prenait un aspect magnifique et grandiose. D'immenses glaciers bordaient la route. Le Mont Blanc, le suprême et magnifique Mont Blanc, se dressait au-dessus des aiguilles environnantes et son extraordinaire sommet dominait toute la vallée. Une sensation de plaisir, depuis longtemps oubliée, m'envahit plusieurs fois durant ce voyage. La nature maternelle m'invitait à ne plus pleurer. Et puis, de nouveau, cette influence bénéfique cessa d'agir. Et je me trouvais enchaînée à mes chagrins, submergée par des tristes réflexions. Il était près de midi quand j'arrivai au bout de mon ascension. Je m'assis un moment sur un rocher qui dominait la mer de glace. J'aperçus soudain, à une certaine distance, La silhouette d'un homme qui avançait vers moi à une vitesse surhumaine. j'étais troublée. Et je vis, lorsque la créature fut toute proche, spectacle extraordinaire et abhorré, Que c'était le monstre à qui j'avais donné la vie. La rage et la haine m'avaient tout d'abord privé de parole.
et je ne l'ai retrouvée que pour exprimer ma fureur et mon abomination. « Démon !» m'exclamai-je. « Oses-tu donc m'approcher ? N'as-tu pas peur de ma cruelle vengeance ? Que mon bras ne te fracasse la tête ? Va-t'en, vile créature !» Ou plutôt non, reste, que je te réduise en poussière. Ah, si je pouvais, en supprimant ta misérable existence, rappeler à la vie ta victime que tu as si diaboliquement assassinée. Je m'attendais à cet accueil, me répondit le monstre. Du calme. Écoute-moi d'abord avant de déverser ta haine contre moi. N'ai-je pas assez souffert que tu veuilles encore augmenter mon malheur ? La vie, bien qu'elle ne soit pour moi qu'une accumulation d'angoisse, mais précieuse, et je la défendrai. Rappelle-toi, tu m'as fait plus puissant que toi. Ma taille est plus grande que la tienne, et mes membres sont plus souples que les tiens. Mais je ne tenterai pas de m'opposer à toi. Je suis ta créature, et je serai même doux et docile envers mon maître et mon seigneur naturel, si pour ta part, tu faisais comme moi. Oh, Frankenstein, tu me dois ta justice, davantage. Ta clémence et ton affection. Pour la première fois aussi, je sentais les devoirs d'un créateur envers sa créature. Et je comprenais que je devais m'occuper de son bien avant de me plaindre de sa méchanceté. Alors, il commença son histoire. J'ai beaucoup de peine à me rappeler les premiers moments de mon existence. Les événements de cette période m'apparaissent confus et indistincts. Une multitude de sensations étranges m'agitaient. Je voyais, j'entendais, je sentais, je touchais, tout de façon simultanée. Mais il me fallut un certain temps afin d'apprendre à faire la distinction entre mes divers sens. Il faisait sombre quand je me réveillais. J'avais froid et je me sentis effrayée. Avant de quitter ton appartement, je m'étais couvert de quelques vêtements. Mais ce n'était pas assez pour me prémunir contre la rosée nocturne. Je n'étais qu'un être misérable, pauvre et sans secours. Je ne connaissais rien, je ne pouvais rien distinguer. Alentour, tout me parut hostile. Je m'assis et pleurai. Bientôt, une légère lueur jaillit dans le ciel et j'éprouvai une sensation de plaisir. Je me dressai et aperçus une forme rayonnante parmi les arbres. Je la contemplai avec admiration. Elle bougeait lentement, mais elle éclairait mon chemin, et je goûtais des baies. Aucune pensée précise ne m'occupait l'esprit. Tout était confus. Je sentais la lumière, la faim, l'obscurité. D'innombrables bruits me tintaient aux oreilles, et de toutes parts montaient des parfums multiples. La seule chose que je pouvais distinguer était la lune lumineuse. Et je la fixais avec ravissement. Mes sensations étaient devenues bien distinctes, et mon cerveau enregistrait chaque jour des idées nouvelles. Mes yeux commençaient à s'habituer à la lumière et à percevoir les objets dans leur forme la plus exacte. Je discernais l'insecte au milieu de l'herbe et, peu à peu, une herbe d'une autre. Je découvrais que le moineau n'émettait que des sons saccadés, alors que le chant du merle ou de la griffe était doux et harmonieux. Un jour, que j'étais tiraillée par le froid, je dénichai un feu que des vagabonds avaient abandonné et cette découverte de la chaleur fut pour moi un délice. Dans ma joie, je plongeai ma main parmi les braises brûlantes, mais je la retirai à la hâte, en poussant un cri de douleur. Comme il est curieux, pensais-je, que la même cause produise des effets opposés. J'examinai les matériaux du feu et vis avec contentement qu'il était composé de bois. Cependant, la nourriture se faisait rare et il m'arrivait parfois de passer une journée entière à chercher en vain des glands pour calmer les démangeaisons de la faim. Je décidai dans ces conditions de quitter l'endroit où j'avais séjourné. Il était à peu près 7 heures du matin et je voulais à tout prix de la nourriture et un abri. À la fin, j'aperçus une petite cabane sur une éminence. C'était là à mes yeux un spectacle nouveau et j'en examinai la structure avec la plus grande curiosité. Trouvant la porte ouverte, j'entrai. Un vieil homme était assis près d'un feu, sur lequel il préparait son repas. Il se retourna en attendant du bruit. Dès qu'il m'aperçut, il poussa un hurlement et, désertant sa cabane, il se mit à courir à travers champs, à une vitesse que son grand âge ne laissait pas supposer. Je me réveillai vers midi.
Encouragée par la chaleur du soleil qui brillait avec éclat sur le sol blanc, je décidai de poursuivre mon voyage. Je ramassai ce qui restait encore du repas, le fourrai dans une besace que je trouvai et m'avançai parmi les champs de nombreuses heures. Au coucher du soleil, j'étais aux abords d'un village. Quel spectacle miraculeux! Les cabanes, les cottages charmants, les maisons imposantes éveillèrent tour à tour mon admiration. Les légumes dans les jardins, le lait et le fromage que je voyais exposés à la fenêtre de certains chalets excitèrent mon appétit. J'entrai dans l'un des plus beaux, mais j'avais à peine mis le pied à l'intérieur que les enfants se mirent à crier et qu'une femme s'évanouit. Tout le village était en effervescence. Certains fuyaient, d'autres m'attaquèrent jusqu'à ce que, gravement blessé par les pierres et les autres projectiles qu'on me lançait, Je me sauve dans la plaine et aille peureusement me réfugier dans une petite hutte. Le sol était constitué de terre battue, mais il était sec, et bien que le vent y entrât par d'innombrables fissures, l'abri me parut excellent contre la neige et la pluie. La hutte était située derrière un chalet, entre une porcherie et un petit étang. Il n'y avait qu'une seule ouverture, et c'était par là que je m'étais glissée. Je locotais et la bouchais avec des pierres et du bois, pour n'être vue par personne. J'étais sur le point de retirer une planche pour aller puiser de l'eau, lorsque j'ai perçu un bruit de pas. À travers une petite fissure, j'aperçus une jeune créature qui, avec un seau sur la tête, passait devant ma hutte. il s'agissait d'une jeune fille d'allure accorte, très différente des servantes que j'ai eu l'occasion de voir depuis dans les chalets et les fermes. Comme elle s'avançait, visiblement gênée par son fardeau, un jeune homme qui affichait le même air de mélancolie vint à sa rencontre. Il prit le seau et le porta lui-même jusqu'au chalet. En inspectant mon logis, je remarquai qu'une des fenêtres du chalet avait jadis formé une paroi, mais que les vitres avaient été remplacées par des planches. J'y découvris là une fente très minuscule, mais suffisante pour laisser passer le regard. Par cet interstice, j'aperçus une agréable petite pièce, chiolée et propre, mais presque dépourvue de meubles. C'était un spectacle délicieux, même pour moi, pauvre misérable. Qui n'avait jamais rien contemplé d'aussi beau. Les cheveux argentés et l'agréable expression du vieux fermier suscitèrent mon respect et, Devant les doux gestes de la fille, j'étais saisie d'amour. il joua un air tendre et triste qui, je m'en aperçus, arracha des larmes chez son aimable compagne. Mais le vieillard n'y fit vraiment attention que lorsqu'elle se mit à sangloter. Il prononça alors quelques mots et la jolie créature, abandonnant son ouvrage, s'agenouilla à ses pieds. Il la releva et lui sourit avec tant de gentillesse et d'affection que j'éprouvai des sensations d'une nature particulièrement accablante. C'était un mélange de peine et de plaisir que je n'avais connu auparavant, que ce fût avec la faim ou le froid, que ce fût avec la chaleur ou l'appétit. Je m'éloignai de la fenêtre, incapable de supporter ces émotions. Cependant, avec une grande application, après être resté dans ma hutte le temps de plusieurs révolutions lunaires, je découvris les noms qu'ils donnaient dans leur dialogue à la plupart de leurs objets familiers. J'appris et employai les mots feu, lait, pain et bois. J'appris aussi les noms des fermiers eux-mêmes. Le jeune homme et sa compagne en avaient chacun plusieurs, mais le vieillard un seulement, qui était père. La fille était appelée sœur ou Agatha, et le jeune homme Félix, frère ou fils. Je ne pourrais pas décrire ma joie quand je compris quelles idées étaient appropriées à chacun de ces sons, et quand je fus à même de les prononcer moi aussi. Je distinguai d'autres mots encore, mais sans pouvoir les comprendre ni les appliquer, tels que bon, très cher, malheureux. Ainsi se passa l'hiver. Les manières affables et la sympathie des fermiers me les rendirent très chères. Quand ils étaient malheureux, je me sentais déprimée. Quand ils se réjouissaient, je partageais leur allégresse. Mais j'en arrive rapidement à la partie la plus émouvante de mon histoire. Je vais relater les événements qui m'ont touchée et qui, de ce que j'étais alors, ont fait ce que je suis devenue aujourd'hui.
Le printemps progressait à grands pas. La température s'adoucit et le ciel s'éclaircit. J'étais surpris de constater que ce qui auparavant n'était que désert et tristesse se parait à présent de fleurs et de verdure. Mes sens étaient charmés et excités par 1000 senteurs délicieuses, par 1000 spectacles merveilleux. Ce fut lors d'une séjournée, tandis que les fermiers se reposaient après leur travail, le vieillard jouait de la guitare et ses enfants l'écoutaient, que je m'aperçus que les traits de Félix étaient mélancoliques au-delà de toute expression. De loin en loin, il soupirait. Son père s'arrêta de jouer et, à son attitude, je supposai qu'il était inquiet de savoir pourquoi son fils était triste. Félix répondit avec un accent joyeux et le vieillard allait recommencer à jouer lorsque quelqu'un frappa à la porte. C'était une cavalière, accompagnée d'un paysan qui lui servait de guide. Elle était toute habillée de noir et portait un voile épais. Félix parut ravi de la voir, car toute trace de tristesse disparut de son visage, et celui-ci rendit une expression de joie extatique dont je ne le croyais pas capable. Ses yeux étincelèrent et ses joues rougirent de plaisir. À ce moment, je me dis qu'il était aussi beau que l'étrangère. Bientôt, je me rendis compte que l'étrangère prononçait des sons articulés et semblait posséder un langage qui lui était propre, si bien qu'elle ne comprenait pas mes amis, pas plus que mes amis, eux, ne la comprenaient. Mais bientôt, par la répétition fréquente du même son qu'il prononçait, et que l'étrangère, pour sa part, ne cessait pas de reproduire, je constatai qu'elle cherchait à apprendre leur langue. Et l'idée me vint tout à coup que je pouvais moi-même me servir de cet enseignement pour des fins similaires. Pour cette première leçon, l'étrangère apprit plus ou moins 20 mots. Je connaissais la plupart d'entre eux, mais je pus tirer profit des autres. À la nuit tombante, au moment de se séparer, Félix embrassa les mains de l'étrangère et dit « Bonsoir, douce Saphie ». Je m'appliquais chaque jour davantage car je voulais maîtriser la langue le plus rapidement possible. Tout en apprenant à parler, j'étudiais aussi la science des lettres qui était enseignée à l'étrangère. Et ainsi s'ouvrait sur mon chemin un vaste champ de merveilles et de joie. Le livre dans lequel Félix instruisait sa fille était « Les ruines aux méditations sur la révolution des empires » de Volney. Je n'aurais jamais pu comprendre le sens de cet ouvrage si Félix, en le lisant, ne donnait pas à tout moment des explications. Grâce à cette œuvre, j'acquis une connaissance générale de l'histoire et une vue d'ensemble sur les divers empires existants dans le monde. Ces merveilleuses relations m'inspirèrent des sentiments étranges. L'homme était-il donc à la fois si puissant, si vertueux, si généreux, si fichu et si vil? Automne se passa ainsi. Avec surprise et regret, je vis les feuilles se flétrir et tomber et la nature reprendre son aspect froid et triste, telle qu'elle était la première fois que j'avais découvert les forêts et la lune. Pourtant, je ne souffrais pas des rigueurs du climat, étant donné que ma conformation me disposait à mieux supporter le froid que la chaleur. Ma plus grande joie avait été le spectacle des fleurs, des oiseaux, des beautés estivales. Durant cette période, je m'appliquais uniquement à préparer le plan qui me ferait pénétrer dans le chalet de mes protecteurs. J'élaborais de nombreux projets et me décidai finalement à entrer dans la maison lorsque le vieil aveugle serait seul. Un jour, comme le soleil brillait sur les feuilles rougeâtres qui jonchaient le sol et, bien qu'il ne fît pas chaud, Saphie, Agatha et Félix partirent en promenade. De telle sorte que le vieillard, ainsi que je l'avais espéré, resta seul au chalet. Mon cœur battait très vite. C'était l'heure, le moment décisif. Mes espoirs allaient se réaliser ou être anéantis. « Qui est là ?» demanda le vieillard. « Entrez !» J'entrai. « Excusez mon intrusion, dis-je. Je suis un voyageur et je cherche du repos. Vous m'obligeriez grandement si vous me permettiez de m'asseoir quelques minutes près du feu. »« Venez donc, dit l'homme. J'essaierai dans la mesure de mes moyens de vous aider, mais malheureusement, mes enfants ne sont pas à la maison et je suis aveugle. » Je m'assis et il y eut un silence. Je savais que chaque minute était précieuse pour moi, mais je ne voyais pas de quelle manière commencer l'entretien. « Votre accent me laisse supposer que vous êtes mon compatriote. Êtes-vous français ?»« Non, mais j'ai été éduquée par une famille française, et votre langue est la seule que je connaisse. Je compte à présent solliciter la protection d'amis que j'aime, de tout mon cœur, et qui, je l'espère, seront affectueux avec moi. »« Ce sont des Allemands ?»« Non, ils sont français.
Mais changeons de sujet. Je suis une malheureuse créature abandonnée. J'ai beau regarder autour de moi, je n'ai aucun parent, aucun ami sur la terre. Ces gens aimables dont je viens de vous parler, ils ne m'ont jamais vue et ils ignorent tout de moi. Je suis tiraillée par la peur, car si j'échoue, je serai pour toujours en marge du monde. Ne désespérez pas. Se trouver sans amis est effectivement une disgrâce, mais le cœur des hommes, quand ils ne sont pas guidés par l'égoïsme, déborde d'amour et de charité. Gardez donc toutes vos espérances. Si ces amis-là sont bons et affectueux, vous ne devez pas désespérer. C'est à cette tâche que je m'applique. Elle provoque chez moi une angoisse indicible. J'aime tendrement ces amis. Depuis de nombreux mois, à leur insu, je leur ai rendu quotidiennement des services, mais ils croient que je leur veux du mal. C'est précisément ce préjugé que je voudrais vaincre. Et où résident vos amis? Non loin d'ici. Le vieillard s'interrompit avant de poursuivre. Si vous voulez sans réserve aucune me confier les détails de votre histoire, je pourrais peut-être vous défendre auprès d'eux. Je suis aveugle et je suis incapable d'apprécier votre physionomie, mais il y a quelque chose dans vos propos qui me persuade que vous êtes sincère. Quel homme excellent vous êtes! Je saisis la main du vieillard et criai. Il est grand temps, sauvez-moi, protégez-moi! C'est vous et votre famille, ces amis que je cherchais. Ne m'abandonnez pas alors que l'heure de mon épreuve vient de sonner. Grand Dieu, s'exclama le vieillard, qui êtes-vous? À cet instant, s'ouvrit la porte du chalet et Félix, sa fille et Agatha entrèrent. Comment décrire leur épouvante et leur stupéfaction lorsqu'ils m'aperçurent? Agatha s'évanouit, Sa fille, incapable de secourir son amie, se précipita hors du chalet, Félix, lui, bondit sur moi, et avec une force surhumaine, m'arracha des genoux de son père. saisi de fureur, Il me jeta sur le sol. et me frappa violemment avec un bâton, J'aurais pu lui briser les membres. comme le lion en présence d'une antilope. Mais mes forces Paralysé par la fièvre, défaillirent et je me retins. je vis qu'il allait me refrapper. Vaincu par la douleur et l'angoisse, je sortis du chalet et dans le tumulte général, courus me cacher dans ma cabane. Quand la nuit tomba, je quittai ma cabane et allai me promener dans le bois. À présent, je n'éprouvais plus la crainte d'être découvert. Je libérai mon angoisse en poussant des hurlements effroyables. Ainsi qu'une bête sauvage qui vient briser ses chaînes, Je détruisais les objets qui se dressaient devant moi, fonçant parmi les taillis à la vitesse d'un cerf. Oh, quelle affreuse nuit j'ai passée! les froides étoiles se moquaient de moi, les arbres dépouillés étendaient leurs branches au-dessus de ma tête. De loin en loin, la douce voix d'un oiseau venait déchirer l'universel silence. Tout, sauf moi, se reposait ou s'amusait. Et moi, démon parmi les démons, je portais l'enfer à mon sein. Ne trouvant personne avec qui sympathiser. Je voulais arracher les arbres. Se met autour de moi la ruine et la destruction, avant de m'asseoir pour admirer mon œuvre. Mais c'était là un paroxysme insupportable. Ces excès physiques m'avaient fatiguée. Et je m'étendis sur l'herbe humide. Frappé d'impuissance et de désespoir. Toutefois, je n'étais pas désespérée. De toi seul, j'espérais du secours. Même si jusque-là je n'avais éprouvé pour toi que de la haine. Créateur insensible et sans cœur. Tu m'avais doté de perception et de passion. Et puis tu m'avais rejeté comme un objet horrible. Et méprisable aux yeux de l'humanité. Mais ce n'est qu'à toi que je pouvais réclamer de la pitié. Et de l'aide. Ce n'était qu'à toi que je pouvais demander cette justice. Que je cherchais en vain auprès de toutes les autres créatures humaines. Je suis seule et misérable. L'homme ne veut pas de moi. Seule une femme. Aussi laide. Et aussi horrible que moi. Souffrirait ma compagnie. Elle devrait être de la même engeance. Et avoir tous mes défauts. Cet être-là, c'est à toi de le créer. 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 Ces mots eurent un étrange effet sur moi. J'avais pitié de lui et en même temps je voulais le consoler. Mais lorsque je le regardais, quand je voyais sa masse difforme ballottée au moment où il prenait la parole, mon cœur se soulevait et je me sentais horrifiée et dégoûtée. je pris le temps de réfléchir à tout ce qu'il venait de développer et aux divers arguments auxquels il avait recouru. J'accepte ce que tu me demandes, à condition que tu me jures formellement de quitter l'Europe pour toujours, ainsi que tout lieu où il y aurait des hommes, une fois que je t'aurai donné cette femme qui t'accompagnera dans ton exil.
Je le jure, cria-t-il, par le soleil, par le ciel, par le feu de l'amour qui me consume le cœur, que si tu exauces ma prière, jamais plus tu ne me reverras. Rentre donc dans ta maison, commence ton travail. J'en en attendrai le résultat avec une angoisse immense. Mais n'aie pas peur, quand tout sera prêt, je ferai mon apparition. » Sur ces mots, il me quitta précipitamment, Je le vis descendre la montagne à toute vitesse tel un aigle qui volait. et disparaître rapidement parmi les ondulations de la mer de glace. Des jours et des jours, des semaines et des semaines s'étaient écoulés depuis mon retour à Genève, et je n'avais toujours pas trouvé le courage nécessaire pour commencer ma tâche. J'avais peur de la vengeance du monstre déçu. Et pourtant, je ne parvenais pas à dominer la répugnance que j'éprouvais devant la besogne qui m'était imposée. Des journées entières, je restais seule sur le lac, dans une petite barque, observant les nuages, écoutant dans le silence le clapotis de l'eau. Mais la fraîcheur de l'air et l'éclat du soleil m'aidaient à reprendre mon équilibre. Et quand je rentrais à la maison, je répondais à l'accueil de ma famille par des sourires plus spontanés et le cœur plus léger. Au retour d'une de ces promenades, mon père me parla en aparté. « Je t'avoue, mon fils, que j'ai toujours considéré ton mariage avec Élisabeth comme la base de notre bonheur familial et comme une garantie pour mes années de vieillesse. Vous êtes attachés l'un à l'autre depuis la plus tendre enfance. Existe-t-il quelqu'un d'autre que tu aimes ? Rassure-toi, mon cher père. J'aime tendrement et sincèrement ma cousine. Je n'ai jamais rencontré une autre femme qui ait suscité en moi, comme Élisabeth, plus d'admiration et d'affection. Mon avenir et mes projets sont entièrement fondés sur ce mariage. » Hélas, l'idée d'une union rapide avec Élisabeth m'a effrayée et m'accablée. J'étais liée par une promesse solennelle que je n'avais pas encore tenue et que je ne pouvais pas rompre. Si je le faisais, les pires malheurs allaient s'abattre sur ma famille et sur moi-même. Pouvais-je participer à une fête alors qu'un tel poids me pesait sur les épaules et me faisait baisser la tête vers le sol ? Je devais tenir mon engagement et laisser le monstre partir avec sa compagne avant de recouvrer la joie et la paix dans le mariage. Ces sentiments dictèrent ma réponse. J'exprimai à mon père mon désir de gagner l'Angleterre, mais lui cachai les véritables raisons de ma requête. Je m'employai à ne pas éveiller ses soupçons et je le fis avec tant d'ardeur qu'il céda bientôt à ma demande. Après une longue période de mélancolie noire, dont l'intensité et les effets confinaient au délire, il fut heureux de constater que je pouvais éprouver quelque joie à l'idée d'entreprendre un voyage, et il souhaita que ce changement d'atmosphère et de nombreuses distractions ramènerait avant mon retour complètement mon équilibre. La durée de mon absence fut laissée à mon appréciation. Quelques mois seulement, ou une année, c'était selon. Mon père eut l'agréable attention de me proposer un compagnon de voyage. Sans m'avertir, il s'arrangea avec la complicité d'Élisabeth pour que Clerval se joignît à moi à Strasbourg. cela perturbait la solitude qui était nécessaire à l'accomplissement de ma tâche. Toutefois, pour le début du voyage, la présence de mon ami ne pouvait en rien me gêner, et je me réjouis même du fait qu'ainsi me seraient épargnées de longues heures de réflexion solitaire et accablante. Mais je n'étais pas d'humeur à me réjouir, ni à parler avec des étrangers, ni même à m'enquérir de leur santé et de leurs projets, avec cette amabilité dont un invité doit faire preuve. Je me contentais dès lors de dire à Clerval que j'envisageais de visiter l'Écosse tout seul. « Et toi, amuse-toi bien, lui dis-je. Prenons cet endroit comme lieu de rendez-vous. Je serai absent un mois ou deux, et surtout que mes déplacements ne te tracassent pas. J'ai besoin, pour un certain temps, de calme et de solitude. Quand je serai de retour, j'espère bien avoir le cœur plus léger et me trouver dans des dispositions d'esprit assez semblables aux tiennes. » Abandonnant mon ami, je décidai de me retirer dans un coin perdu de l'Écosse pour achever mes travaux dans la solitude. Je ne doutais pas que le monstre m'y suivrait, et qu'une fois ma tâche terminée, il me réclamerait sa compagne. Avec ces résolutions, je traversai les montagnes du Nord et choisis, pour théâtre de mes opérations, une des îles les plus éloignées des Orcades. C'était un endroit qui convenait assez bien à mon travail. En fait, une île rocheuse, dont les flancs étaient continuellement battus par les vagues.
Dans toute l'île, il n'y avait que 3 misérables cabanes, dont une, au moment où j'arrivais, était inoccupée. Je la louais. La matinée, je la consacrais au travail. Le soir, quand le temps était favorable, j'allais me promener sur la plage de Galets pour écouter les vagues mugir et bondir à mes pieds. Un soir, je me trouvais dans mon laboratoire. Le soleil avait disparu et la lune venait juste de se lever au-dessus de la mer. Il ne me restait plus assez de lumière pour travailler, et je demeurais là, perplexe, me demandant si j'allais abandonner ma tâche pour la nuit ou si, en m'appliquant plus encore, je ne pourrais pas plus vite la mener à bonne fin. J'étais sur le point de fabriquer une autre créature, dont je ne savais pas quelles seraient les dispositions d'esprit. Elle pouvait être 1000 fois plus mauvaise que la première, et prendre plaisir à tuer et à semer la désolation. Avais-je le droit, pour servir mes propres intérêts, d'infliger cette malédiction sur les générations à venir? Je frissonnais. Mon cœur se souleva tout à coup, lorsque, redressant la tête, je vis au clair de lune le monstre qui me fixait par la fenêtre. Un rictus immonde lui tordait les lèvres au moment où il me regardait, alors qu'il était venu constater l'état d'avancement des travaux qu'il m'avait imposés. Ainsi donc, il m'avait suivi dans mes périples. Tandis que je le regardais, sa figure exprima la traîtrise et la malice la plus noire. Je me rendis compte à quel point j'avais été fou de lui promettre une créature qui lui ressemblerait. Et, tremblant à l'excès, j'ai mis en pièces tout ce que j'avais entrepris. Le monstre me vit détruire la créature dont l'existence future allait lui assurer le bonheur, et avec un hurlement de désespoir et de vengeance, il disparut. Quelques minutes plus tard, je m'aperçus que ma porte grinçait, un peu comme si on cherchait à ouvrir avec douceur. Le monstre lut sur mon visage à quel point j'étais déterminée. Et dans sa rage impuissante, il se mit à grincer des dents. Tu as détruit l'œuvre que tu avais commencée. Quelle est donc ton intention? Oserais-tu rompre ta promesse? Prends garde, parce que je suis sans peur et tout-puissant. Je vais te guetter avec la ruse du serpent pour venir te piquer avec son venin. Homme, tu te repentiras des maux que tu m'infliges. Cela suffit, démon. N'empoisonne pas l'air de tes paroles immondes. Je t'ai fait part de ma décision, et je ne suis pas lâche pour céder devant tes menaces. Disparais, je reste inflexible. C'est bien, je m'en vais, mais rappelle-toi, tu me retrouveras à la nuit de tes noces. C'est bien, je m'en vais, mais rappelle-toi, tu me retrouveras à la nuit de tes noces. C'est bien, je m'en vais, mais rappelle-toi, tu me retrouveras à la nuit de tes noces. C'est bien, je m'en vais. Mais rappelle-toi, tu me retrouveras à la nuit de tes noces. C'est bien, je m'en vais, mais rappelle-toi, tu me retrouveras la nuit de tes noces. C'est bien, je m'en vais, mais rappelle-toi, tu me retrouveras à la nuit de tes noces. C'est bien, je m'en vais, mais rappelle-toi, tu me retrouveras la nuit de tes noces. Le passé me donnait l'impression d'avoir été un odieux cauchemar. Pourtant, le vaisseau où je me trouvais, le vent qui me poussait loin des rivages de l'Irlande, la mer alentour, tout attestait que je n'avais vécu un songe et que Clerval, mon meilleur ami, avait été la victime du monstre que j'avais créé. En pensée, j'évoquais ma vie entière. Ma sérénité quand je me trouvais avec ma famille à Genève, la mort de ma mère, mon départ pour Ingolstadt. Je me rappelais, en tremblant, le fol enthousiasme qui m'avait poussé à créer mon hideux ennemi, et je revoyais la nuit où la vie lui avait été donnée. Je fus incapable de poursuivre le cours de mes pensées. 1000 sensations m'oppressèrent, et je me mis à pleurer amèrement. Élisabeth, seule, avait le pouvoir de m'arracher de mes souffrances. Comme approchait la date fixée du mariage, les préparatifs allaient bon train. Entre-temps, je pris toutes mes précautions pour me défendre, au cas où le monstre aurait voulu ouvertement s'attaquer à moi. Je portais sans cesse sur moi des pistolets et un poignard, et j'étais toujours sur mes gardes pour prévenir la moindre ruse. Par là, je m'assurais une plus grande tranquillité. Élisabeth semblait heureuse.
Il avait été convenu qu'Élisabeth et moi commencerions notre voyage par eau et qu'après avoir dormi à Évian, nous le poursuivrions le lendemain. La journée était belle, le vent favorable, tout souriait à notre voyage de noces. Le soleil descendait à l'horizon. Nous avions passé la Durance et nous observions ses méandres à travers les ravins et le long des collines. Ici, les Alpes enserraient le lac et nous approchions de l'amphithéâtre de montagne qui le borde à l'est. Le clocher d'Évian brillait au-dessus des bois qui entourent la ville et au pied des chaînes de montagne qui la surplombent. Il était 8 heures quand nous descendîmes du bateau. Un court moment, nous nous promenâmes sur la berge pour jouir du soleil couchant, puis nous nous retirâmes dans l'auberge. De là, nous contemplâmes encore le paysage, les eaux, les bois, les montagnes, obscurcies par la nuit, mais dont les contours noirs restaient visibles. Soudain, les cieux furent à l'orage et la pluie se mit à tomber. Toute la journée dura. J'étais restée calme. Cependant, comme la nuit voilait les contours des objets, une multitude de frayeurs m'agitèrent l'esprit. Élisabeth observait mon agitation, l'air timide et sans rien dire. Au bout d'une heure passée ainsi, je compris soudain quelle chose horrible serait pour mon épouse le combat que j'étais sur le point d'engager, et je l'invitai énergiquement à se retirer. Elle me laissa donc, et je continuai pendant un certain temps à circuler au milieu des corridors de l'auberge, inspectant chaque recoin qui aurait pu servir de cachette à mon adversaire. Mais je ne découvris aucune trace de lui et je commençais déjà à supposer qu'il y avait beaucoup de chances qu'il ne mit pas sa menace à exécution. Lorsque tout à coup j'entendis un cri terrible et effrayant. Rappelle-toi, tu me retrouveras le soir de tes noces. Rappelle-toi, tu me retrouveras le soir de tes noces. Rappelle-toi, tu me retrouveras le soir de tes noces. Rappelle-toi, tu me retrouveras le soir de tes noces. Rappelle-toi, tu me retrouveras le soir de tes noces. Rappelle-toi, tu me retrouveras le soir de tes noces. Rappelle-toi, tu me retrouveras le soir de tes noces.